pas regarder la météo sur la France entière, mais en tout cas à Montpellier, il fait toujours très beau. Donc c'est devenu une habitude, mais j'imagine, je me laisse imaginer qu'il fait un petit peu beau partout. Donc j'espère que vous avez bien profité de votre journée. Je pense que pour certains, ça a été aussi plus ou moins une reprise dans le monde. Je vais vous parler le temps que vous arriviez toutes et tous et que vous me fassiez un petit signe juste pour me dire que vous m'entendez bien, que l'image est correcte, que le son est bon. Je vais vous représenter, vous savez, un peu comme d'habitude, les actualités, sachant que du coup le film C'est quoi le bonheur pour vous est toujours en accès gratuit sur la chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous et vous tombez sur le film. Je vous rappelle que le film est sorti en 2017, qu'on a fait un peu plus d'1 million de spectateurs et depuis sa mise en ligne le 20 mars dernier, il y a déjà plus de 755 000 personnes qui ont vu le film gratuitement. Donc, on va frôler bientôt les 2 millions de personnes, et je trouve ça génial. Et je me suis fixé un objectif, comme vous devez peut-être le savoir, que pour avant le 10 mai, minuit, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'1 million de personnes qui ont vu le film gratuitement sur YouTube. Donc, si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à transférer le film autour de vous, parce que ce film a l'air de faire du bien, surtout pendant cette période. Je vous rappelle que du coup, il y a une suite aussi, L'école de la vie, une génération pour tout changer. C'est donc la suite du film C'est quoi le bonheur pour vous, qui est sorti en 2019. J'ai pas eu le temps encore de faire une tournée complète parce qu'on a été confinés. Ceci dit, le film, il est accessible sur le site éducationalternative.fr. Vous verrez, il y a une rubrique acheter le DVD ou la version numérique. En ce moment, il est à 9 € pour cette période de confinement. Et puis, dernière actu, pas des moindres, c'est le 4e congrès Innovation en éducation. Ce congrès, on le prépare maintenant depuis quelques temps. Ça va être à Paris pour la première fois. On est très content de ça parce que ça fait un petit moment qu'on fait nos événements dans le sud, ici, sous le soleil. Donc, que ce soit au château de Fleugergues pour le festival pour l'école de la vie ou pour le congrès Innovation en éducation. Tous nos événements ont lieu à Montpellier parce que je suis installé à Montpellier maintenant depuis 7 ans. C'est quand même beaucoup plus pratique. Mais en bon parisien, évidemment, il y avait quand même beaucoup de personnes dans le nord de la France qui nous demandaient d'organiser nos événements plutôt dans le nord, parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde de descendre dans le sud. Et voilà, donc là, on a réussi à trouver un espace qui est l'espace Charenton. On est très content de travailler avec eux, parce qu'ils sont dans une démarche éthique et éco-responsable. Et comme nos 2 événements tendent de plus en plus vers des événements 100% éco-responsables, on s'est plutôt bien trouvé. Donc voilà, nous on met de l'énergie pour que ce congrès existe. Ça sera donc le 24, le 25 octobre. La billetterie est en ligne et jusqu'au 31 mai, il y a 20% de réduction si vous prenez vos billets avant le. Je vais la faire apparaître. Alors non, une chose avant, il faut 2 livres. Le premier livre, c'est la méditation avec les enfants, ça marche, qui a été préfacé par Ilios Koutso. Ilios Koutso, si tu nous écoutes, je te dis bonjour. Je garde un très bon souvenir de notre rencontre pour le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et puis, Candice a sorti aussi un 2e livre qui s'appelle Mon enfant médite en pleine conscience, toujours préfacé par Ilios Koutso. Et ces 2 livres, je ne les ai pas encore lus, mais je pense que ça fera partie bientôt de ma bibliothèque. Je vais demander du coup à Candice de nous rejoindre en un simple clic. Elle va arriver d'ici quelques secondes. Candice, tu vas avoir un compte à rebours. Et voilà, tu es là. Comment vas-tu? Ça va? Oui, merci, ça va, merci, ça va bien. Merci de m'avoir invité pour cet échange avec l'école de la vie, c'est super. Avec grand plaisir. Tu fais partie d'ailleurs des conférencières qui a participé au festival et au congrès. Oui, tout à fait, oui. C'était l'année dernière, le festival qui était a été un petit peu bouleversé aussi par les gros orages, mais et puis le congrès effectivement à Montpellier avec plein d'intervenants super passionnants. Donc, et merci pour toutes ces initiatives, tout ce qui fait progresser l'éducation avec tous ces apports positifs que tu développes et que ton organisation développe. C'est très précieux dans les temps que nous vivons. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous donner d'ailleurs, parce que je crois qu'on n'a jamais trop parlé de ton impression en fait de vivre en fait le festival pour l'école de la vie ou le congrès. Est-ce que tu peux donner ton impression sur place? Qu'est-ce que tu penses en fait de ces événements? Moi, ce qui m'a le plus touchée, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais ce qui m'a le plus touchée, c'était l'ambiance très vraiment amicale, familiale, presque comme une grande famille qui se retrouve au sein de ces événements.
Et très peu de formalisme par rapport à d'autres formats de conférences ou de congrès où on sent une certaine, il y a ouais, voilà, il faut avoir une certaine forme, une certaine tenue. En même temps, il y avait un échange d'intelligence, mais d'intelligence multiple. Voilà, moi, ce que je retiens. Donc, pas qu'une intelligence cognitive basée sur des connaissances, des choses éprouvées, mais aussi l'intelligence humaine, émotionnelle, sociale, interpersonnelle. Et des échanges assez spontanés, assez simples avec les autres intervenants ou le public. Ça, j'ai beaucoup aimé cette formule-là. Ouais, vous arrivez à bien mettre à l'aise les uns et les autres, en fait. Et du coup, on se sent assez naturellement inclus, on va dire. Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu le sentiment de faire partie d'une grande famille, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Merci, merci pour ça. Je vais te laisser te présenter, Candice, parce que évidemment, il y a des gens qui ne te connaissent pas, donc je te laisse te présenter. Oui, donc moi je m'appelle Candice Marot et je suis psychologue psychothérapeute et ostéopathe également. Et surtout, je suis enfin, dans ce cadre-là, en tout cas, je suis la fondatrice du programme PEACE, qui est un programme de pratique de la pleine conscience ou de la pleine présence. Il y a différents vocables. Nos amis québécois, ils parlent aussi de présence attentive, que j'aime bien aussi. Ouais. Donc, un programme de pratique de la pleine présence en milieu scolaire et éducatif. Donc, je n'ai pas fait ça toute seule. Je me suis entourée d'autres apports, d'autres intervenants, d'autres experts. Certains qui viennent plutôt du MBSR, le programme de réduction par la pleine conscience de Jon Kabat-Zinn. D'autres, ce sont des professeurs de yoga, pas mal de psychologues et des éducateurs, des personnes du monde de l'éducation. Et donc, ça fait 5 ans qu'il existe ce programme PEACE en France. On en est à peu près à 450 établissements scolaires. On va voir, c'est un protocole qui au début est un protocole de 10 semaines et puis qu'on peut maintenant appliquer toute l'année, qui s'est adapté à de différentes manières. Et moi, mon histoire avec la méditation, elle a commencé il y a plus de 30 ans en fait, quand j'étais encore à la fin de l'adolescence. Et moi, j'ai envie de dire souvent que la méditation m'a sauvé la vie, moi, personnellement en tout cas. À un moment où j'étais assez à vif en fait, et où j'avais eu pas mal de blessures affectives. Et heureusement que j'ai rencontré la méditation à ce moment-là. Ça m'a vraiment ouvert un horizon et un espace de connaissance de moi-même. Ça m'a appris à reconnecter avec moi-même, à mieux gérer mes émotions, à moins me laisser emporter par elles. Donc après avoir rencontré la méditation et le yoga assez jeune finalement, j'ai eu tout un parcours en méditation qui est passé par plein de retraites. J'ai eu la chance de rencontrer vraiment des vrais maîtres qu'aujourd'hui on a du mal à approcher, notamment dans le bouddhisme et le bouddhisme tibétain. Et puis après, je me suis installée en Angleterre, où là est commencé à arriver, on va dire, l'aspect laïque de la méditation, de la pratique de la pleine conscience, la mindfulness, et qui a commencé à être enseignée dans les pays plutôt anglo-saxons. Et donc moi, je me suis formée quand j'habitais à Londres, surtout en tant que psychologue et psychothérapeute au début, à la mindfulness avec l'Oxford Mindfulness Center. Et puis après, en devenant maman, j'ai commencé à me réintéresser à ce qui se passait dans l'éducation et à commencer à travailler avec les Anglais au début sur les premiers programmes tests qui ont été faits dans les écoles. Voilà. Puis depuis, ça s'est pas mal développé. Super. Et qu'est-ce que ça donne du coup alors dans les écoles? Alors en fait, il y a une vraie demande du terrain. Donc d'ailleurs, nous, on a commencé par le terrain. Donc je dirais qu'auprès des élèves et des enseignants, la plupart du temps, dans la plupart des cas, il y a vraiment un accueil plutôt optimiste et ouvert pour ces pratiques. Je crois que les enseignants se rendent très vite compte de l'impact qu'avoir un rituel de retour à l'attention dans la classe peut avoir, que ce soit dans la classe élémentaire ou même en collège ou en secondaire ou en lycée. Donc, la plupart du temps, on verra après, peut-être qu'on parlera, nous, on a commencé à faire une recherche il y a 3 ans justement sur les effets du programme PEACE en milieu scolaire. Donc, il y a une recherche on collabore avec un laboratoire de recherche en France et en Belgique. Okay. Donc, il y a des effets scientifiques qui commencent à être démontrés. Mais en dehors de ça, nous, tous les retours qu'on a à la fois des enseignants, des parents des fois, ou des enfants, des élèves, sont plutôt des retours positifs. Alors, pas simplement sur le développement de l'attention, la concentration, ou sur le mythique retour au calme dans une classe, parce que c'est pas aussi simple que ça, le retour au calme. Voilà. Des fois, c'est assez sportif, d'ailleurs, les pratiques de pleine présence. Faut pas penser comme dans les médias où voilà, on voit les enfants assis sur le bureau, les yeux fermés, en superposition, ça a l'air idyllique. En fait, c'est rarement comme ça, et j'ai envie de dire tant mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que par contre, qu'il y a les élèves arrivent à connecter
plus ou moins à ce qui se passe en eux de manière différente, avec une sorte de cadre qu'on leur donne, de structure qu'on leur donne, et petit à petit de pouvoir apprendre à réguler justement tout ce qui est du stress, des émotions, de tout ce qui nous touche et tout ce qui interfère aussi avec les apprentissages ou les relations avec les autres. Et en plus, ils partagent ça avec un groupe classe et avec leurs enseignants. Donc très souvent, on voit une sorte de, j'ai envie de dire, de mayonnaise ou d'alchimie qui prend dans la classe qui est différente que quand il n'y a pas la méditation, enfin de l'avant-expérience de méditation. D'accord. Bon, après, je pourrais m'étendre sur plein de choses. Il y a quand même des obstacles aussi. Il y a quand même, mais les obstacles viennent surtout, j'ai envie de dire, plutôt de l'institution et de la crainte qui est encore là autour du mot pleine conscience, méditation. Donc, il y a effectivement des directeurs d'établissement, des inspecteurs nationaux, des inspecteurs de circonscription ou inspecteurs nationaux. Et puis, plus on remonte dans l'institution, les rectorats, les académies et le ministère, plus la méfiance est présente et peut-être légitime parce qu'effectivement, il faut voir ce qu'on fait rentrer dans l'école. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on essaie, comme nous, en tant qu'association, de travailler aussi en remontant du terrain maintenant vers les institutions pour qu'il y ait vraiment un dialogue, une compréhension du sujet, en fait, qui peut apaiser certaines craintes. Est-ce que tu peux peut-être d'ailleurs nous rappeler ce que c'est la méditation? Parce que pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, on est très loin justement d'un mouvement sectaire ou de quelque chose d'ésotérique. Donc peut-être que tu as une bonne définition. Alors oui, bon, il y a plein de définitions. Celle qu'on donne aux enfants et aux jeunes et qui équivaut pour tout le monde, c'est que c'est une pratique de la présence, c'est une façon de retourner à soi finalement et aux autres aussi, mais avec plus d'attention neutre, sans jugement, bienveillante. Donc c'est vraiment un art de l'attention. D'ailleurs, méditer, ça veut dire se relier, ça veut dire beaucoup de choses, mais en sanskrit par exemple, ça veut dire se relier, se connecter. Mais avec une autre attitude, être sortir un peu de nos modes de pilote automatique, où la plupart du temps, d'ailleurs, on n'est pas connecté. Donc, c'est dans méditation, il y a se relier, il y a connecter, il y a être alerte. C'est vrai que la méditation n'est pas de la relaxation non plus. Donc, on est vraiment alerte, on fait attention. Et on apprend à porter attention d'abord à soi, à ses sensations, puis à ses émotions, puis à ses pensées, puis après à tout ce qui fait la vie avec les autres. Donc, les relations interpersonnelles, les dynamiques interpersonnelles. Et c'est vrai que cette pratique de l'attention, elle est commune à toutes les traditions contemplatives de l'humanité, qu'elle est laïque parce qu'en fait, elle fait référence à des capacités qu'on a tous. On a tous la capacité à porter attention à nous de manière plus présente, plus bienveillante, à porter un regard différent sur les choses. On a tous cette capacité à prendre de la distance sur les choses, sur les émotions, sur les stress qui des fois nous menacent de nous emporter. On a tous la capacité d'observer ses pensées. On ne va pas les chasser, on ne va pas faire le vide dans la tête, mais on va observer ses pensées. Donc, ça fait vraiment appel, en fait, à une connaissance qui est universelle, quelle que soit votre tradition, vos croyances. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas besoin de croire ou d'adhérer. En fait, on va entraîner des capacités inhérentes qui sont là en nous, mais qui, des fois, ne sont pas développées et sont un petit peu inhibées même. Oui, c'est ça, c'est bien de le souligner, c'est vraiment un entraînement. Oui. Oui, souvent, ce qu'on dit, même... pas mal de nos parrains, de personnalités comme Christophe André, ils disent effectivement c'est un entraînement du muscle de l'attention. On va entraîner le muscle de l'attention. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est important. Effectivement, on va entraîner parce que l'attention, ça se développe, ça s'entraîne, comme un nouvel apprentissage, quand on va apprendre une langue ou à faire du vélo, on va s'entraîner, on va le faire plusieurs fois avant que quelque chose qu'on commence à ressentir des effets et que le cerveau puisse avoir une nouvelle stratégie de comportement par rapport à certaines problématiques. Donc, on va s'entraîner. Ça peut être ludique, d'ailleurs. Ouais. C'est pas forcément quelque chose où on est tout le temps sérieux, où il ne faut pas bouger. On peut le faire aussi en mouvement. On va le faire debout, on va le faire assis. Il va y avoir des petits apports qui sont fun, qui sont ludiques, qui ne sont pas trop longs aussi, pour pas justement que l'attention ne se perde pas si c'est trop long. Et petit à petit, on va entraîner différentes compétences en commençant par le muscle de l'attention. Mais ce n'est pas le seul qu'on va entraîner. Oui, c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une question qui est intéressante. Il faudrait également communiquer sur le comment vous voyez la mise en place de l'école de la vie avec ce qui existe déjà en France. Ça, peut-être qu'on pourra en parler après. En fait, moi, j'avais une question par rapport à la méditation. C'est que moi, j'ai le sentiment, en fait, qu'il y a plein de personnes qui sont en méditation, mais ils ne se rendent pas compte. Alors, je vais te donner un exemple, parce qu'il y en a plein, je trouve. Moi, ma compagne, en fait, elle cuisine très bien, donc je la laisse cuisiner. Et moi, je m'occupe de la vaisselle, parce que j'aime bien faire la vaisselle.
et je la fais à la main. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, tu vois, et d'ailleurs, je me mets en fait en période méditative quoi, quand je fais ma vaisselle, quoi. Et on peut très bien être en méditation aussi quand on marche, ou quand on fait du vélo, ou quand on est passionné, je sais pas, d'un sport, ou n'importe quoi. À partir du moment où on focalise notre attention, est-ce qu'on ne serait pas justement un peu en méditation, quoi? Oui, alors, bon, là, il y a différentes écoles, si tu veux, et puis on pourrait aller très loin sur cette question. Mais je dirais que oui, évidemment, enfin, ce que je dirais, c'est que je pense qu'il y a plusieurs étapes aussi dans le territoire de la méditation. Et effectivement, il y a une étape qu'on peut partager tous et qui est déjà un état de méditation, c'est-à-dire de rassemblement de l'attention dans ce que je fais, que tu as très bien décrit. En fait, là, à cet instant-là, je suis pleinement en train de laver la vaisselle ou j'adore faire la cuisine. C'est vrai que c'est plus facile quand on aime quelque chose. On va davantage rassembler notre attention sur ce qu'on aime. Donc, pour certains, c'est le sport, pour d'autres, c'est la marche en forêt. Moi, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas du tout ça pour une raison X ou Y. J'aime bien le repassage. Donc, ça me met dans cet état un petit peu où effectivement, je suis moins. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis moins focalisée dans mes pensées. Je suis pas en train de penser à avant, après, à d'autres choses et tout. Il y a une tâche, quelque chose un petit peu répétitif, manuel en fait ou autre. Ou alors c'est parce qu'on est en mouvement. Enfin voilà, on a tous des profils différents, on a tous des manières différentes d'entrer en méditation. Ça, c'est vrai que c'est très important. Surtout même quand on le fait après avec des groupes d'enfants qui vont tous avoir des profils justement différents. Donc certains, ça va être facile pour eux de se visualiser, d'autres pas du tout, d'autres vont avoir besoin d'un mouvement, d'autres voilà. Donc on a tous quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début, quand on adhère à quelque chose qu'on aime faire, même des fois on parle avec quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, mais en fait on peut se rendre compte que des fois il s'est passé 1 heure, 2 heures, un quart d'heure, et en fait j'étais vraiment là, j'écoutais cette personne, j'ai pas pensé à autre chose, et là en fait c'est déjà effectivement un temps de méditation. Après, ça va plus loin et on peut effectivement faire. Parce que dans la méditation, il y a aussi un entraînement de la conscience et d'autres facultés. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a tous accès déjà à ces expériences spontanées issues du quotidien où là, je me rends compte qu'en fait, là, je suis présent, je suis présente, je suis vraiment pleinement à ce que je suis en train de faire. C'est clair. Hein. Ouais. Tu parlais qu'il y avait un peu de scepticisme et donc de personnes qui se posaient des questions par rapport à la méditation. Je trouve ça de plus en plus étonnant parce que grâce à Maturika, notamment, maintenant, on a un paquet de rapports scientifiques, quoi, j'ai envie de dire, qui valident que les bienfaits de la méditation. Je trouve ça encore assez étonnant, tu vois, qu'il y ait des personnes qui soient sceptiques. Alors, c'est peut-être lié justement à leur propre conditionnement, évidemment. Hein, c'est pas, je dis pas que c'est simple de se déconditionner d'une façon de penser, mais il y a suffisamment maintenant de preuves, en fait, comme quoi c'est plutôt bon pour l'organisme et pour l'être humain, quoi. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs des résultats de recherche spécifiquement destinés au milieu scolaire que je pourrais vous faire passer aussi en lien. Mais on a mesuré les effets effectivement de ces pratiques laïques à différents niveaux, notamment sur la gestion de la modulation du stress, la gestion des émotions, le développement lui-même de l'attention. C'est ça, quand on pratique même un peu tous les jours, l'attention va se développer davantage et la capacité de concentration aussi. On a vu aussi qu'il y avait un impact sur l'augmentation du bien-être, le ressenti de bien-être, même de l'optimisme, une tendance à aller chercher plus ce qui nous fait du bien, même justement quand ça va pas bien, la capacité à refocaliser l'attention ailleurs, ce qui est très importante. Il y a aussi pas mal d'effets dans la prévention des problématiques psychopathologiques, donc moins de problèmes de comportement, moins de problèmes cognitifs, moins de réduction de l'agressivité, moins d'anxiété aussi par exemple, et puis un développement que nous, on mesure aussi avec le programme PEACE sur le développement des compétences prosociales ou psychosociales et émotionnelles, notamment dans le cadre des apprentissages. Maintenant, je pourrais parler un peu plus des recherches, des résultats des recherches, mais ce qui est important à dire aussi par rapport au blocage, c'est nous, ce qu'on nous dit souvent au niveau notamment du ministère ou de certaines institutions, c'est qu'il y a très peu de données françaises. Voilà, ils veulent toutes les recherches, la plupart des recherches ont été faites sur des pays anglo-saxons. On me dirait, bon, milieu scolaire, ils rencontrent les mêmes problématiques, je pense, dans pratiquement tous les pays. Mais donc, c'est vrai qu'il y a peu de données francophones, françaises, et au niveau national et transversal, qui permettraient vraiment de stabiliser les effets de la pratique, de communiquer et de rassurer. Donc, c'est pour ça qu'avec d'autres associations, on a commencé à lancer nos propres recherches. Et il y en a 2 en ce moment en France, donc celle sur le programme PEACE et celle sur le programme de l'attention, ça marche, d'Hélène Snell, qui commence à avoir des résultats intéressants. Après, je ne sais pas si c'est une excuse, mais en tout cas, dans la démarche de validation, les recherches
francophones sont importantes pour rassurer. Et puis, moi, je pense qu'il y a encore une problématique souvent, parce que quand on est dans ce milieu-là et qu'on y croit, on est persuadé, évidemment. Ouais. Mais moi, des fois, ça me paraît tellement pour acquis que quand je me retrouve face à un interlocuteur qui n'a pas cette culture ou s'est pas vraiment intéressé au sujet, ben, je me rends compte qu'en fait, il y a encore plein d'a priori et de peurs qui circulent, qui sont juste liées aux mots, méditation, ça peut être embrigadement, ça peut être secte, ça veut dire qu'on peut manipuler le mental des élèves, etc. Et il y a encore un amalgame quand même assez important, en tout cas au niveau de l'éducation nationale, parce que nous, on essaie beaucoup de travailler avec le public, pas dans peut-être les écoles de la vie, les écoles alternatives ont déjà une autre approche, je pense. Bien sûr. Bah oui, c'est sûr. Hein. Donc, mais il y a encore cet amalgame-là et il faut souvent rassurer, convaincre, montrer, inviter dans les classes, etc., pour qu'ils voient ce qui se passe. Mais ceci dit, tu nous disais qu'il y avait déjà quand même plus de 450 écoles quand même. Voilà, bah, du programme PIS à lui tout seul en 3-4 ans, ce qui est quand même énorme. Énorme. Il y a à peu près 450 écoles et je dirais 70% quand même dans le public, alors qu'on n'a pas d'agrément éducation nationale. Okay. Donc, on arrive quand même à faire pas mal de programmes dans le public. Bien, on a fait un état des lieux aussi global en France avec d'autres programmes, notamment Enfance et Attention, l'attention ça marche, et le programme de Jeanne Faquin aussi. Oui. Et en totalité, on a à peu près, dans les 3 programmes, on a à peu près, à peu près 700 établissements scolaires en France et 12 académies, dans 12 académies qui ont vécu ou qui vivent un programme de pleine présence dans les classes. Bien. Et est-ce que tu te rapproches aussi, tu sais, de la fondation SEV, du RIE, RYE, de ces organismes-là aussi? Oui, alors on ne collabore pas tout le temps ensemble, on se connaît peut-être pas encore assez, je dirais. Maintenant, les intervenants se connaissent. Voilà, de temps en temps, on fait des états des lieux ensemble, on essaie d'échanger justement sur l'évolution dans ces domaines-là, on fait des recherches ensemble. D'ailleurs, dans le cadre là, de ce qui se passe de cette période de confinement, c'est peut-être la première fois aussi qu'on a pu fédérer une initiative commune qui s'appelle, c'est une mallette numérique totalement gratuite qui commence à être mise à disposition cette semaine. Je vous enverrai le lien. Ah oui. Ça s'appelle Covid-L. Okay. Et c'est pour faciliter un retour à l'école, on va dire, et dans des conditions particulières et difficiles. Donc, c'est vraiment plein de ressources qui ont été fédérées justement par notre association Méditation dans l'enseignement, Scolavi, SEV a participé, la FEPS également, la Fédération des enseignants, et puis il y en a d'autres que j'oublie, il y a l'AppSchool également. Enfin voilà, donc il y a une collaboration grâce à l'association Essentiel qui est basée à Grenoble. Ils nous ont tous fédérés pour mettre en place rapidement, dans un délai très rapide, plusieurs kits. Donc un kit enseignant, un kit élève par groupe d'âge, et il y aura même un kit parent. Voilà. Et c'est déjà, les premiers kits sont déjà disponibles sur un lien que je peux vous envoyer sur la page. Donc ça, c'est un exemple, je trouve, de collaboration positive entre tous les différents acteurs, en tout cas pas tous, toi qui n'étais pas par exemple, mais entre certains acteurs de l'éducation. Mais ça s'est fait très rapidement, en 15 jours, 3 semaines, même pas, enfin vraiment. C'est super. Voilà. C'est super, c'est une bonne idée. Et je trouve que ça pointe du doigt la conversation qu'on avait un petit peu en amont avant de commencer ce live. C'est en fait ce qui s'est passé en fait pendant cette période de confinement, quoi. Et moi, ce que je disais, c'est que j'avais plutôt un regard optimiste et positif parce que j'ai la sensation que ça a été un peu un catalyseur de prise de conscience et ça a été aussi un bouillon de créativité à l'image de ce que vous avez créé, quoi. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Oui, je suis bien d'accord. C'est vrai que, enfin, moi, je pense que ce qu'on voit, c'est vraiment, on voit 2 tendances. Il y a vraiment, d'un côté, le catalyseur de conscience, des prises de conscience à différents niveaux individuels, collectifs, de ce qui nous va, de ce qui nous va plus, de nos priorités. Il y a beaucoup, du coup, en repartant sur la question de l'école, il y a beaucoup, finalement, de mobilisation pour essayer de repenser l'école de demain, l'éducation de demain. Ouais. Mais en face, il y a aussi le collectif qui est plutôt, et c'est normal, il y a la partie de nous, j'ai envie de dire, qui est aussi dans la peur, qui est dans la crainte, qui des fois se sent un petit peu impuissant par rapport à comment je peux faire, moi, changer, contribuer à mon niveau dans cette société finalement, ou que ce soit dans l'éducation, dans le travail, etc. Est-ce que je peux oser faire des changements? Voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais en même temps, je pense une peur collective de revenir dans l'ancien, avec tout ce que ça signifie de déséquilibre. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment un chaos créatif
Qu'est-ce qu'il en sortira? Ben, on va voir. Je pense que ça dépend de chacun d'entre nous, en fait. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu sais, on entend souvent parler du fait que les pays du Nord ont beaucoup d'avance sur nous, sur le système éducatif. C'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à tout ça? Parce que je sais quand même que tu te balades un petit peu partout, quand même, sur notre planète pour donner des conférences. Quel est ton regard autour de tout ça? Alors moi, je me balade beaucoup. Je ne suis pas tellement allée pour l'instant, notamment en Finlande, en Islande ou dans les pays scandinaves. C'est surtout Finlande et Islande qui mènent le jeu un petit peu sur l'éducation nouvelle. Bon, comme beaucoup, j'ai vu le super documentaire dont j'ai oublié le titre. Ça me reviendra aussi, mais bon, sur l'éducation de demain qui a été filmé dans les écoles finlandaises. Ceci dit, on y va moins parce qu'ils en ont moins besoin, parce qu'effectivement, ils sont bien en avance sur qu'est-ce que c'est qu'un programme éducatif, en fait, et sur vraiment l'équilibre entre le programme académique, les compétences logico-mathématiques, etc., telles qu'on les connaît, et l'acquisition de capacités qui vont nous servir toute notre vie, donc un apprentissage à l'école de la vie. Donc c'est vrai que dans les écoles finlandaises notamment, enfin, moi je trouve ça génial, ils développent aussi, il y a des cours sur l'empathie, il y a des cours sur l'intelligence émotionnelle, et tout ça, ça fait d'ailleurs partie du territoire de la pleine présence, hein, ça développe aussi ces intelligences-là. Donc moi je trouve que c'est vraiment un modèle pour l'avenir, d'ailleurs il y a c'est pas non plus innocent que même au niveau des résultats, je ne sais pas si tu as vu les résultats dans les chartes toutes les années, la France descend dans la charte des meilleures éducations. Et c'est des pays comme la Finlande, l'Allemagne ou les pays effectivement scandinaves qui se retrouvent en premier, même dans les compétences et les résultats académiques. Donc on voit que finalement accorder du temps à l'éducation de la vie, à l'éducation émotionnelle, ça a aussi une incidence sur des résultats concrets au niveau scolaire. Ils commencent l'école plus tard que nous, vers 7 ans, ce qui est logique aussi au niveau du développement du cerveau, parce qu'en fait, jusque-là, certaines fonctions cognitives ne sont pas développées et ça ne nous permet pas de faire des abstractions, par exemple, de conceptualiser, etc. Donc, en fait, ils commencent l'école à un moment où le cerveau est plus mûr et du coup, les apprentissages rentrent beaucoup plus vite, ils rattrapent tout, ils n'ont pas de retard par rapport aux pays qui commencent à maintenant 2 ans et demi, 3 ans, enfin, ce qui est un petit peu ce qui laisse à songeur, j'ai envie de dire. Après, moi, ce que j'ai vu qui m'a surpris, par exemple, c'est au Québec, au Canada, parce qu'on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression en allant au Canada que c'est le pays aussi magique où ils étaient vraiment en avance sur tout ça, c'était super accepté, super diffusé. Je sais que Catherine Guéguen aussi, qui est venue au Québec l'année dernière en conférence, pensait la même chose. Elle disait en France, on a l'impression que le Canada, c'est l'Eldorado. En fait, pas du tout. Voilà. Et pas du tout. Alors c'est très avancé au niveau universitaire. Ils enseignent ces pratiques psychosociales, l'intelligence socio-émotionnelle, la pleine conscience au niveau des universités, au niveau des recherches, au niveau de la médecine, par exemple. Dans les écoles, sur le terrain, auprès des élèves, en fait, c'est pas passé tant que ça. Et j'avais été étonnée parce que moi, c'était le Québec qui m'avait contacté au début en me disant, quand on cherche un programme francophone, pas anglophone, on tombe sur vous en France, donc est-ce que vous pouvez venir former au Québec? Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de territoires à ouvrir finalement. C'est clair. Puis comme je le dis souvent aussi, on ne peut pas faire un copier-coller, c'est-à-dire qu'on peut aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais il faut prendre aussi en considération la culture du pays dans lequel on se trouve, quoi, et tout ce que ça englobe. Donc il y a des sources d'inspiration. Après, peut-être à nous d'essayer de les amener comme on peut au sein de notre propre culture. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, il faut adapter. Et de la même manière, quand on va former sur un autre territoire, l'idée c'est de laisser peut-être une transmission des compétences, mais c'est de fédérer aussi les personnes sur ce territoire qui vont pouvoir reprendre et habiter le programme à leur façon, à leur échelle, avec leur vocabulaire, dans leur système à eux. Oui, tout à fait. D'où la nécessité de, comme tu le dis, en fait, de se fédérer. C'est-à-dire que moi, quand j'entends fédérer, je pense en fait à des événements, tu sais, comme nous, on peut les organiser. C'est-à-dire que c'est hyper important dans beaucoup de domaines d'activité de se retrouver en fait entre nous, entre tous ces acteurs qui se mobilisent, pour essayer justement peut-être d'avancer encore un peu plus vite tous ensemble, quoi. Oui, oui, oui. Ça, c'est dans l'idéal, j'espère qu'on va aller vers ça, en fait. Effectivement, toi, par exemple, tu fédères déjà beaucoup d'initiatives lors de ces événements. Mais je pense qu'on peut aller encore, on peut continuer encore et s'unir pour aller plus loin sur ces événements-là. Il y a des personnes qui fédèrent aussi au Québec, mais qui, à mon avis, ne seraient pas contre non plus avoir plus de partenariats, en Belgique aussi, en Suisse.
Et c'est vrai que plus on fédère vers un idéal commun, plus on avance vite, en fait. Hein. Bah oui, c'est la force de la fédération, des associations, plutôt que de faire des choses chacun dans son coin, où au bout d'un moment, on va s'essouffler. En fait, puis, personne n'a la solution globale non plus. On a tous des morceaux du puzzle, j'ai envie de dire, surtout dans l'éducation. Mais complètement, on est tous complémentaires, en fait, dans ce qu'on fait. Quoi. Oui, ouais, complètement. Après, bon, voilà, il faut être honnête, des fois, il y a des... voilà, il y a des... Quelquefois, il y a aussi des tensions de personnalité, même dans tous les domaines, un programme plutôt qu'un autre, etc. Donc, voilà, bon, c'est normal de se frotter, puis je pense que ça fait partie de la dynamique aussi, mais c'est bien d'essayer d'aller plus loin. Oui. J'espère que les temps qu'on vient de passer et qui ne sont pas terminés non plus vont nous aider à avoir plus l'envie, moins de peur, peut-être d'être moins territorial, même par rapport à ces outils. En fait. Ce serait bien, oui. Comment on peut faire pour t'aider? Ah La bonne question. Ouais. Comment on peut faire pour m'aider justement, une des choses auxquelles on pense souvent, enfin, et qu'on n'a pas eu le temps de faire pour l'instant, manque de ressources humaines surtout, et c'est d'organiser davantage ou un événement national autour de l'éducation aussi, mais qui donnerait un peu plus sa place encore à la pleine présence, aux recherches de différents acteurs autour de ça. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, aider à diffuser plus largement, à rassurer, diffuser les outils qui sont en accès libre, parce que nous, on a pas mal d'outils en accès libre sur notre chaîne YouTube, par exemple, sur notre page Facebook, il y a pas mal de live aussi. Okay. C'est pas mal de renvoyer tout simplement les gens aussi là-dessus et qu'ils les relaient aussi dans leur réseau. Ça, je pense que ce serait bien. Il y a plein de manières. Je vais peut-être en oublier d'autres, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Ce qu'on avait essayé de lancer à un moment, mais là encore, il faudrait que je trouve plus de personnes qui aimeraient porter ça, c'était justement de proposer dans les académies et les rectorats des ateliers, du coup, là, pour le coup, gratuits, de sensibilisation pour les inspecteurs académiques et de manière plus large, même le personnel du rectorat, qui aimerait peut-être un peu se familiariser, ou en tout cas qu'il y ait un échange, qu'il y ait un dialogue sur ces pratiques. On a mis en place un module type voilà, pour initier ce dialogue. On a été invité d'ailleurs notamment par le rectorat de Bordeaux, la cellule climat scolaire, nous a invités dans ce cadre-là à présenter l'association et ce qu'on faisait. Et il y a eu un dialogue avec toutes les personnes qui étaient présentes. Mais si vous êtes dans d'autres académies, d'autres rectorats, que vous avez vraiment des contacts avec l'institution, parce que je pense que là où on en est, c'est pas le terrain qui bloque, c'est vraiment là. C'est vrai que ce serait bien d'essayer de promouvoir davantage de sensibilisation à leur niveau. D'ailleurs, pas que pour notre programme, hein, je pense que c'est vrai aussi pour d'autres apports en éducation, en psychologie positive. Voilà. S'il me vient d'autres idées, je te les donnerai, mais c'est déjà pas mal si on peut avancer là-dessus. Ouais. Ok, et on fait comment pour te contacter? Alors là, je vois que je ne peux pas trop écrire. Pas tout de suite, mais tu peux le dire. Après, ouais. Pour me contacter, je vais donner un email, et puis sinon, il y a le site de l'association Méditation dans l'enseignement, méditationenseignement.com. Voilà, il y a un autre site qui s'appelle Mindful Education aussi, mais ça c'est plutôt pour les formations si on veut se former. Et puis après, je vous donnerai le lien de la page YouTube et puis mon email, moi, de contact également pour des questions plus précises en fait. D'accord. Parce que toi, concrètement, tu fais comment en fait quand tu démarches les écoles? Comment ça se passe? Alors, moi ou mes instructeurs, il y a deux choses. Donc, soit on forme directement des enseignants, parce que ça, c'est la solution pérenne. Donc, ils font directement avec leur classe, enseignants ou d'ailleurs AVS, il y a des psychologues scolaires, des infirmières scolaires, enfin tout un tas de personnel éducatif, on va dire. Et après, on forme aussi des intervenants en milieu scolaire. Et on a mis en place un kit pour qu'ils les aider à communiquer, par exemple, à leur établissement autour de chez eux, les aider à rentrer, à initier un dialogue un petit peu. Donc, on a un kit de communication, si tu veux, pour aller dans les établissements. Nous, après, en tant qu'association, on est contacté des fois spontanément par des établissements qui veulent expérimenter ces programmes. Donc, là, on envoie un instructeur qui est près de l'établissement si c'est possible. Et puis, après, on fait différentes démarches de sensibilisation. Bon, de temps en temps, via des newsletters, on envoie des petites lettres aux directions d'établissement en leur présentant rapidement, succinctement le programme, les quelques effets de la recherche qui est en cours, pour leur dire qu'il y a une recherche, qu'il y a une méthodologie. Parce que ce qui est important, c'est quand même de faire rentrer des programmes qui sont codifiés, c'est-à-dire qu'effectivement,
dans lesquels il y a une trame, il y a une logique d'évolution et qui font l'objet de recherches. Ça, je pense que c'est important parce que quelquefois, avec beaucoup de bonne volonté, il y a pas mal d'intervenants qui vont faire un peu, qui vont bricoler à droite à gauche et puis ramener des choses. Alors c'est chouette parce que ça part d'une bonne intention, mais des fois, ça participe à cette méfiance qu'après, que le milieu éducatif peut avoir, parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours la même chose, que c'est un peu, il y a des apports différents, ça n'a pas vraiment été recherché. Donc je pense que c'est important de parler des programmes codifiés. Il y en a quelques-uns quand même, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Donc nous, on fait ces présentations-là. La plupart du temps, bon, après, je fais partie aussi d'autres associations qui communiquent à différents niveaux. Notamment, on a été labellisé Zèbre. Donc, on fait partie de l'association nationale qui s'appelle Bleu, Blanc, Zèbre. Ouais. Ce sont des initiatives citoyennes. C'est un beau réseau. Ouais, puis ils sont vraiment super. Et je pense que d'ailleurs, dans pas longtemps, il va y avoir une capsule où je présente l'association et puis tout ce qu'on fait au niveau de ce réseau-là aussi. Donc, et puis ils ont un bon réseau aussi institutionnel. Donc voilà, il y a quand même des relations qui se font aussi dans ce cadre-là. Et on fait partie aussi d'un collectif qui est un collectif international qui a été commencé au Royaume-Uni au départ. C'est un think tank en fait qui s'appelle Initiative Mindfulness France et qui est donc un think tank d'experts de la pleine conscience dans l'éducation, la santé, le travail et la justice. Et toutes les années, on produit, tous les 2 ans, on produit un rapport, un état des lieux de la pleine conscience en France. Le prochain rapport va sortir bientôt, le rapport 2020 d'ailleurs, il devrait sortir fin juin, mi-juin, fin juin. Et on a initié aussi des groupes de pratique à l'Assemblée nationale auprès des députés. On a d'ailleurs quelques députés qui commencent vraiment à s'investir, qui par exemple nous ont invités dans leur circonscription après pour présenter le programme auprès de leur circonscription. Et ça, je pense que c'est aussi un modèle intéressant, où tous les députés qui commencent à pratiquer, à connaître la pratique pour eux-mêmes, ils se font une idée par eux-mêmes. Et puis après, ils peuvent commencer à voir l'intérêt que ça pourrait avoir en politique publique. Voilà, donc nous tous, en tant qu'association, on essaie de participer à différents niveaux de la société française pour faire connaître les apports, donc la recherche, et puis à la fois le porte-à-porte, contacter les établissements aussi de la région. Des fois, on leur offre un premier atelier, on vient présenter un atelier gratuit, par exemple, lors d'une réunion pédagogique. Alors avec le confinement maintenant et ce qui va se passer dans l'école, ça peut être un peu compliqué pendant quelques temps de rentrer dans les écoles pour faire ce genre de choses-là si on vient de l'extérieur. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais c'est plutôt, c'est que des bonnes nouvelles ce que tu es en train de me dire, parce que j'imagine qu'il y a quand même un paquet de personnes qui n'est pas au courant, tu vois, ne serait-ce que de tout ce qui se passe de manière un peu extérieure et autour de l'éducation dont toi tu fais partie. Et moi, je trouve ça très rassurant que tu puisses avoir accès justement à ces institutions, tu vois, que tu puisses les rencontrer, dialoguer avec elles, échanger. Alors évidemment, oui, il y en a, comme tu le disais, qui sont peut-être pas encore très ouverts, mais il y en a d'autres où je me dis, finalement, tu sèmes des graines, tu vois, et c'est comme ça que les choses avancent. Et ça, à mon sens, c'est pas assez médiatisé, tu vois, on n'en entend pas parler, en fait. On ne sait pas comment les choses avancent au sein de l'éducation nationale, comment les choses avancent autour de l'éducation nationale. Il y a un manque vraiment de médiatisation, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, si tu as des idées, des initiatives à ce niveau-là. Oui, j'ai des idées. Voilà, j'ai plein d'idées. On est preneurs parce qu'effectivement, on communique tous un peu comme on peut et à travers nos réseaux, mais ce sont souvent des réseaux qui sont déjà un peu convaincus ou qui travaillent là-dedans. Donc, effectivement. Et c'est vrai, comme tu dis, moi, je suis souvent surprise dans les médias. Souvent, je vois sortir des articles sur la méditation à l'école est arrivée, mais c'est toujours des références à d'autres pays. Ouais. De temps en temps, on écrit, on dit, mais en fait, ça se fait aussi en France. Et regardez, on a tant d'établissements scolaires en France. On a ces programmes-là aussi en France. C'est pas qu'au Canada, aux États-Unis, en Angleterre ou en Finlande. Et c'est vrai, comme tu as dit, souvent, je me dis, mais enfin, on dirait que, en tout cas, les médias ne savent pas à quel niveau ça se fait déjà en France. Et on n'est pas, ok, on est un pays peut-être réputé craintif, qui a besoin de vérifier, de valider avant d'installer, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de mouvements et de foisonnement et d'initiatives que ce qu'on pense. Donc, c'est vrai que c'est bien, effectivement, de réfléchir à une communication plus globale autour de ces sujets-là, j'avoue. Ouais. Oui, et puis en plus, pour certains, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans qu'ils exercent leur activité sur notre territoire, quoi. Nous, de notre côté, on essaye comme on peut avec le Festival pour l'école de la vie, parce que bon, c'est tout de même entre 10 et 15 000 personnes, tu vois, qui viennent tous les ans et qui viennent des 4 coins de la France, puis aussi d'autres pays. Donc, c'est notre façon à nous de médiatiser un peu ce champ que représente l'éducation. Mais je dis à chaque fois, c'est pas suffisant, tu vois, c'est 15 000 personnes sur 80 millions de personnes en France, donc c'est peanuts, mais on sème quand même 15 000 graines, donc je me dis que c'est quand même positif, et puis on sait que de toute façon, après, il se passe beaucoup de choses. Le congrès innovation et l'éducation, c'est pareil. Moi, je pense que,
En fait, ce qu'il faudrait qu'on crée, c'est une chaîne de télévision, tu vois. C'est une chaîne de télé. Alors, il y en a déjà, hein, je pense, qui traite le sujet, mais je pense qu'il faudrait vraiment une chaîne qui soit dédiée à ça, une chaîne qui soit dédiée à l'information positive. Alors, il paraît qu'il y a déjà eu des tests en arrière et que ça n'a pas fonctionné. Moi, j'y crois moyen. Je pense que je le vois bien là avec cette période de confinement. Les gens, ils sont intéressés par des informations positives. Donc, voilà une idée. Je lance cette idée. S'il y a des gens qui sont intéressés, créons une chaîne de télévision. Écoute, en tout cas, moi, ça m'intéresse, c'est sûr. En plus, dans une autre vie antérieure à celle-là, j'ai fait une école de journalisme et de communication qui est le CELSA à Paris. Et une des premières initiatives avec des amis journalistes qu'on voulait monter, c'était en France, c'était une chaîne de télé positive, relayant vraiment des informations positives. Alors là, c'était pas sur l'éducation, c'est sur la société en général. Mais effectivement, c'était pas du tout mûr. Et je sais qu'il y a eu effectivement des essais qui n'ont pas abouti jusque-là. Ouais. Il y a une chaîne comme ça en Angleterre, par exemple, je crois que ça s'appelle Positive News, etc., dont on pourrait s'inspirer. Mais peut-être que c'est comme tout, on dit souvent, tu sais, j'ai plus la citation exacte, mais on dit souvent qu'il y a un temps pour chaque chose, en fait. Donc, des fois, c'est là, dans la conscience de certaines personnes, on sait qu'on a besoin de ça, Ouais. c'est pas encore le moment pour s'incarner. Et puis là, on dirait que c'est davantage, je pense aussi que c'est davantage le moment. Et en plus, on pourrait fédérer différents acteurs qui pourraient vraiment se relayer. Je sais qu'il y a des podcasts qui se mettent en route aussi sur ces sujets, etc. Mais une chaîne, le pouvoir de l'image est quand même important. Tu l'as vu avec aussi tes films, le pouvoir du visuel, que ce soit un documentaire, un film, des séries télé, etc. C'est vrai que ce serait un bon média de diffusion. Et je pense qu'on pourrait être plusieurs acteurs, à mon avis, à collaborer à ce genre de projet, donc à suivre. Ouais, je pense. Puis, en termes de contenu, on a de quoi alimenter pendant des années et des années. C'est pas ce qui manque, quoi. Non, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ce serait inspirant de pouvoir dire, mais voilà, moi je vais regarder ça, parce que là je sais ce qui se passe, je sais comment ça progresse, je peux prendre conscience de toutes les initiatives. Je peux aussi voir aussi dans quelle initiative moi j'ai envie de m'inscrire, que ce soit en tant qu'éducateur, enseignant ou autre, ou dans mon travail. Parce que nous aussi, on a pas mal des fois de personnes qui nous écrivent en disant, mais j'aimerais m'impliquer, mais par quoi je commence, comment je fais, voilà, comment je peux contribuer. Et se former à passer un programme avec les élèves, ça se fait pas non plus en 3 jours. Donc, il faut un peu quand même intégrer tout ça. Mais des fois, il y a d'autres initiatives dans lesquelles ils pourraient s'inscrire qui sont dans la même lignée. Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de choses super. Ouais. C'est clair, ouais. Tu reçois régulièrement des mails, il y a souvent des enseignants qui te contactent ou des corps institutionnels où ça nécessite quand même une vraie démarche active de ta part. Il y a les deux mouvements en fait. Au départ, de toute façon, les 2 premières années, ça a été une démarche active de notre part. C'est nous qui sommes allés taper à la porte des écoles et tout ça, ça c'est sûr. Et à chaque échelon, c'est-à-dire à chaque fois qu'on commence à parler à un autre échelon de l'éducation nationale, parce qu'il y a plein de services différents, même des fois au sein d'un rectorat, ils ne s'y retrouvent pas tout le temps eux-mêmes. Donc pour nous aussi, c'était pas évident au départ de se repérer. Mais donc il y a toujours, je dirais, une part de chaque fois qu'on veut franchir une étape, il y a une part comme où il faut y aller. C'est pas que ça vient tout seul, mais par contre, à chaque fois qu'une porte s'est ouverte, moi j'ai été surprise du niveau de retour qu'on a eu. Même quand j'ai commencé l'association en 2015-2016, je pensais que ça allait ramer, franchement. Je pensais pas du tout qu'on aurait ce déploiement-là. Et en fait, ça s'est fait tellement vite, si on considère les circonstances, que ça m'a toujours étonnée. Et je pense qu'il y a une vague quand même d'ouverture qui nous porte collectivement pour incarner d'autres pratiques éducatives, malgré les obstacles, malgré les découragements, les phases où on se dit ça sert à rien, ça changera pas, etc. Il y a comme quelque chose qui avance. Et du coup, nous, on reçoit, on le voit aussi dans les mails qu'on reçoit, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a énormément de retours, il y a beaucoup de contacts spontanés. Des fois, on ne sait même pas comment tout traiter, on n'est pas assez à l'association aussi pour répondre vite à tout le monde. Ça aussi, ce sont des choses très concrètes, mais c'est la réalité. Et voilà, et que ce soit de la part d'enseignants, de parents, des fois d'institutions, de certaines cellules en innovation scolaire, par exemple, qui nous contactent pour voir ce qu'on peut faire avec eux. Donc, il y a des choses qui se passent quand même. Oui, il y a beaucoup de retours, mais il faut quand même continuer à investir de l'énergie. Moi, je dirais que c'est pas gagné. Bien sûr. C'est pas gagné. Mais non, c'est sûr. Mais et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que sinon tu t'ennuierais. C'est facile. Mais c'est vrai que tu sais, moi je me rappelle, c'est en 2003 où j'ai créé mon activité. Et à l'époque, quand j'ai créé mon activité, j'ai créé un réseau qui regroupe, tu sais, des agences de voyage et des hébergements
qui sont orientés sur du bien-être et de l'éco-responsabilité. Et donc, du coup, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable à l'époque, sans le savoir. Et donc, moi, je mettais en avant des séjours bien-être et éco-responsable dans le cadre où il y avait de la méditation, on était en pleine nature, on allait prendre des cours de cuisine et tout, etc. Et à l'époque, je peux te dire que moi, j'allais voir le monde de l'entreprise parce que pour moi, c'était là où il y avait de l'argent. Et les gens pensaient quand même que j'étais une secte, hein, juste parce que je parlais du mot bien-être. Ouais. Évidemment, je ne te parle pas du mot méditation ou du mot yoga qui était réservé à des hippies. Et donc, on voit bien maintenant quand même, tu vois, que ces mots-là, méditation, yoga, sophrologie, hypnose, tout ça, ça s'est démocratisé. Il y a même des applis pour apprendre la méditation. Et donc, je me dis que quand même, ça avance, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment bon signe par rapport à ton activité. Je pense que ça va continuer à se développer dans les années à venir. Oui, je te remercie, c'est vrai. De toute façon, souvent, quand on est dans un domaine où on innove, toi, tu es assez innovateur aussi et tu lances des choses des fois peut-être légèrement avant leur temps. Ouais. En même temps, ça ouvre les portes, puis en même temps, ben, voilà. Oui, c'est comme ça. On passe aussi au retour. On a chacun des rôles différents. Il y en a que derrière qui construiront, qui consolideront, effectivement. Nous aussi, avec l'association, on a ouvert un vaste champ qui n'était pas trop fédéré en termes de communauté, en tout cas en France. Alors, évidemment, ben, on se prend aussi tous les retours. Oui, vous avez le mot méditation, etc. AME, machin, c'est relié à l'âme, c'est spirituel. J'ai plein de retours aussi parce qu'un de nos parrains, c'est Mathieu Ricard, qui, bon, ok, est un moine bouddhiste, mais en fait, qui est très laïque dans son discours. Oui. C'est lui qui a fait avancer énormément toutes les recherches sur la pleine conscience, qui passe d'ailleurs sous les électrodes tout le temps, il en a marre, etc. Pour qu'on enfin, genre, scientifique quand même, faut le dire, quoi. C'est ça, il avait une démarche scientifique très rigoureuse et tout. Et j'ai encore des personnes ou des chefs, bon voilà, des personnes de l'éducation, soit qui me disent il y a le Dalai Lama sur votre site. Déjà, je dis c'est pas le Dalai Lama, d'une part. Bon, voilà. Donc, mais dès qu'on voit quelqu'un en robe, bon, donc voilà, donc on se prend un petit peu tous ces revers. Mais comme tu dis, je pense qu'on est encouragé quand même à continuer parce que c'est vrai que si on regarde l'évolution des choses, le yoga, maintenant, bah, tu parlais de la RAI tout à l'heure. Oui. C'est l'association. Après 20 ans, ils ont eu 20 ans comme ils ont eu obtenu l'agrément éducation nationale. Ils peuvent intervenir maintenant dans les écoles et former dans les écoles, donc ça c'est chouette. Et puis la prochaine vague, c'est peut-être le gros mot méditation, qui a pleine présence après le yoga, le bien-être. Ouais, c'est ce que j'aime bien aussi. Alors après, il y a l'autre tendance, on nous dit, oui, ça devient trop divulgué, du coup, le bien-être, qualité de vie au travail, c'est un phénomène de mode. Bon, voilà, il y aura toujours plein de discussions autour de ça, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, on peut entendre que c'est un phénomène de mode, mais en même temps, je te dis, moi je te rappelle 2003, donc il y a 17 ans quand même qui sont écoulés. Il y a 10 ans en arrière, je l'entendais beaucoup ça. Oui, vous surfez sur un phénomène de mode et tout, etc. Je l'entends un petit peu moins. Ce que je constate de mon côté, c'est qu'il y a énormément maintenant de salons, tu sais, du bien-être, de médecine douce, de développement personnel, des festivals de yoga, des festivals de méditation, et tout, etc. Enfin, franchement, le bond de géant qu'on a fait en 17 ans est vraiment considérable. Il y a quasiment un salon dans tous les départements en France, alors qu'à l'époque, il y avait peut-être juste Marjolaine et puis le salon Zen à Paris, quoi. Tu vois. Donc, en 17 ans, je trouve que ça s'est vraiment propagé de manière exponentielle. J'ai l'impression en plus que ça continue d'ailleurs à se développer, tu vois, encore plus dans le monde de l'éducation. Donc, je ne sais pas si c'est toujours mon côté optimiste, mais moi, je trouve que ça sent bon quand même, tu vois, pour les années à venir, quoi. Oui. Bah, de toute façon, c'est bien, il faut des optimistes. Donc, c'est super que, que tu aies ce profil-là, entre autres. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on construit le monde de demain. Alors, moi, des fois, je me dis, effectivement, comme tu disais, on est enfin, moi, je me vois comme, effectivement, on sème des graines. Et dans l'association, c'est tous des semeurs de graines. D'ailleurs, souvent, dans la pratique de la pleine conscience elle-même en classe, souvent, c'est ce qu'on voit même avec les enfants. C'est-à-dire, on commence à ouvrir des portes et on ne verra pas forcément les résultats tout de suite, en fait. Des fois, on les voit au bout d'un certain temps. Des fois, pour certains, la graine prendra peut-être dans 10 ans dans leur vie. Ils diront, mais j'avais fait ça un jour à l'école, etc. Bon, voilà, donc on ne sait pas. On ne fait pas ça pour les résultats, mais effectivement, on fait ça parce qu'on a une vision, qu'on est porté par quelque chose et que ça correspond, ces compétences correspondent à quelque chose, de toute façon, une recherche que toute l'humanité partage. En fait, on sait qu'on a tous une recherche de bonheur, par exemple. On cherche tous à aller mieux. Donc, la recherche vers le bien-être, elle est là, elle est présente et c'est pas juste comme un phénomène de mode pour compenser une société qui est très toxique par ailleurs, ça c'est sûr, et des modes de fonctionnement très toxiques, mais ça fait aussi partie de notre humanité, de notre développement. Donc, je suis aussi réaliste et optimiste aussi sur les possibilités. Réaliste parce que je me dis, je ne voudrais peut-être pas
éclore tout ce que j'aurais aimé voir éclore, mais c'est pas grave, voilà. Donc c'est pas grave. Est-ce que tu penses qu'on peut recommander la méditation à tout le monde? Tu parles à tout le monde adulte ou tout le monde de manière globale? Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication à la méditation, dans le sens où on va tous y progresser et rentrer là où on en est, en fait. Voilà. Donc, d'une certaine manière, commencer la méditation, ça va être une mise à jour de nos priorités, de notre état mental, de notre état physiologique même, etc. Prendre contact de nos sensations, de nos ressentis, de plein de choses. Donc, et ça, on est tous, je pense, appelés à le faire à certains moments dans nos vies, et puis un jour, peut-être même tout le temps, que ça devienne comme une hygiène de vie, une hygiène mentale. Maintenant, je dirais que c'est peut-être pas la bonne entrée pour tous à certains moments. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des profils de personnes qui ont vraiment du mal, ils ont envie d'essayer, mais ils ont du mal à pratiquer, ils ont du mal à, même 10 minutes, à s'asseoir avec eux-mêmes. Je dirais aussi, donc des fois, c'est pas le bon moment, tout simplement. Et d'ailleurs, souvent, même avec les jeunes, on leur dit, peut-être que vous n'allez pas adhérer à tout et c'est normal. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler tout de suite, d'autres non, d'autres peut-être plus tard, et c'est normal aussi. Donc, voilà. Donc, je dirais qu'on peut conseiller à tous dans le sens où il n'y a pas de contre-indication, mais il y a quand même un cadre et une vigilance à avoir, qui est aussi avec qui on va commencer et comment on va apprendre à méditer, parce que ça va aussi compter quand même. Pas toutes les démarches sont bonnes et sont faciles. Et puis des fois, par inadvertance, on va faire une recherche Google, on va tomber sur commencer à méditer avec un tel, et puis on va se retrouver dans une pratique zen très avancée. Je rigole parce que j'avais une discussion avec un ado hier là-dessus qui a 15 ans, qui me dit, voilà, moi j'aimerais commencer à méditer, mais je pense pas que je sois fait pour ça. Alors je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que j'ai voulu commencer. Et puis, j'ai tapé une recherche et tout ça. Et puis, je suis tombée sur une vidéo où il fallait être assis face à un mur blanc et se vider de ses pensées. Je lui dis, oh non, mais son exemple, c'en est. Je dis, non, ça commence pas par ça. Et puis, ça, c'est du zen peut-être très abouti. D'ailleurs, on ne se vide pas de ses pensées. On va mettre à distance ses pensées, éventuellement, on va les observer. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a tellement, justement, d'apports, tellement de supports, tellement de propositions que des fois, ça peut être dur de s'y retrouver. On peut faire des expériences pas tout à fait heureuses, et du coup avoir un a priori. Et puis le deuxième cadre que je mettrais moi, c'est pas facile à repérer, mais si on est un peu fragile psychologiquement ou qu'il y a une pathologie psychologique assez importante, avant la méditation, je passerai plus par une thérapie verbale et par d'autres étapes avant de se mettre à pratiquer, surtout si on est tout seul chez soi avec son app. Parce que ça peut accentuer aussi un malaise dans un premier temps. Et si on n'est pas bien encadré, voilà, ça peut être une expérience pas tout à fait positive non plus. Ouais, c'est vrai, ouais. Je ne sais pas si tu nous l'as dit, donc il y a 450 écoles, mais c'est quelle tranche d'âge? De 5 à 17 ans. 5 à 17 ans. On commence avec les grandes sections. On a essayé avec les petites, moyennes sections, mais on ne peut pas dire que c'est une pratique d'attention. Par contre, avec les grandes sections, on commence à faire des choses, c'est plus court et plus concis, les rituels d'attention, mais on arrive à faire des choses sympathiques. Et puis, ils développent en même temps, ça les fait développer la proprioception, la conscience corporelle. Dans toutes les séances de méditation aussi, comme on passe le fil rouge, c'est le corps, donc il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le corps. Ça permet aussi une alphabétisation des différentes parties du corps qui est intéressante aussi pour les petits. Donc, nous, on commence à 5 ans. Et puis, on a adapté par tranche d'âge. Il y a des pratiques pour les 5-7 ans, par exemple, ou 6 ans. Après, il y a 7, 8, 9. Après, il y a 10, 11, 12. Et puis après, il y a le reste du collège et le lycée. Donc, on a adapté à chaque fois le vocabulaire et les pratiques. La trame est la même, mais on a adapté les pratiques en fonction des groupes d'âge. Et ça commence à se faire dans l'enseignement supérieur aussi, dans des universités, des écoles de commerce aussi, etc. Oui, c'est clair. Ouais. Est-ce que tu sais si, moi, personnellement, je pense avoir la réponse, mais est-ce que ça les aide pour gérer leur stress? Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors ça, c'est la première chose qui est unanime, même au bout de 5 semaines de pratique, à peu près, 3, 4, 5 semaines, on commence à avoir un petit peu les premiers effets. Enfin, ils commencent à ressentir les effets. Et la première chose, c'est ça m'aide à gérer mon stress. Je sais, des fois, c'est très simple pour eux, mais d'ailleurs, pour les enfants, c'est plus simple que pour les adultes. Il y a moins de filtres. Ils adhèrent beaucoup plus vite à la pratique. Ils savent s'en resservir, même en situation en dehors de l'école. Donc, ça va très vite pour eux. Ils me disent, moi, l'autre fois, j'étais stressée. J'ai fait mes 3 respirations. Des fois, des choses aussi simples.
Alors, on a une balle un peu magique extensible qui aide à respirer et à se focaliser sur un support visuel qui est très agréable en plus. Donc, souvent, ils prennent leur balle, ils ont fait leurs 3 respirations. Ou s'ils n'ont pas de balle à la maison, ils avaient leur balle imaginaire. Rien que ça, des fois, ils disent que ça les aide. Puis après, il y a plein de petites pratiques qu'on leur donne aussi, qu'ils peuvent refaire en dehors de la classe quand ils sont tout seuls chez eux. Et le premier effet, le premier impact, c'est vraiment la régulation du stress, la gestion du stress et du coup des émotions aussi, parce que dans le stress, il y a souvent des émotions. Donc, il y a même des enfants qui nous disent moi, la dernière fois, un tel, il m'a énervé, etc. Mais au lieu de répondre, je me suis mis dans mon coin et puis j'ai fait la pratique qu'on avait fait en classe, ça m'a fait du bien. Et du coup, après, j'ai pu aller parler normalement à ma camarade. Voilà. Il y a des enfants qui, du coup, deviennent ambassadeurs de la méditation auprès des parents aussi. Ça, c'est génial, j'adore. Ça, c'est cadeau. C'est super. C'est super. Donc, grâce à l'école, les parents découvrent, la famille découvre quelque chose aussi et le continue éventuellement ensemble. Est-ce que tu intègres la cohérence cardiaque dedans ou Alors, on a différents apports. La cohérence cardiaque, on ne l'a pas intégrée dans le programme dit de pleine conscience, mais ceci dit, on a des exercices respiratoires qui sont les mêmes que la cohérence cardiaque. Par exemple, le rythme 5-1, 5-1, c'est quelque chose qu'on va faire avec la balle, par exemple, apaisant pour le cœur. Donc, souvent, on donne des ressources supplémentaires après, parce que je trouve que plutôt que de nous les recréer, et on renvoie là vers des liens de choses qu'on peut trouver sur la cohérence cardiaque. D'accord, ok. Bon, super. Écoute, je vois qu'on n'est pas loin des 1 heure. Ça passe vite, c'est chouette. Donc, il faudra que tu nous laisses les liens, tu sais, et puis ton adresse mail. Donc, quand on aura terminé cette interview, tu verras, la vidéo, elle sera en ligne, en fait, sur la page Facebook du festival. Et tu auras tous les commentaires. Donc, tu pourras laisser un commentaire avec tous les liens et ton adresse mail. Ça marche? Super, je vais faire ça. Est-ce que tu as un dernier message peut-être à nous dire? Là, j'ai envie de dire spontanément, de faire confiance à ses enfants et à son enfant intérieur, voilà, pour nous guider sur le chemin, que ce soit de la pratique, de l'attention. Très souvent, c'est plus simple que ce qu'on pense. On n'a pas besoin de devenir un grand méditant. C'est chouette si vous tombez amoureux de la méditation et que vous allez beaucoup plus loin, parce que vous allez découvrir plein de choses sur votre esprit et sur votre fonctionnement. Mais même sans ça, on peut se faire du bien de manière très simple, vraiment à la maison, à l'école. Moi, je dirais à tous les parents, intégrer, là en plus on a eu plus le temps, puis même quand on va reprendre, intégrer des petits moments, 3 minutes de retour à l'attention ensemble, comme un petit rituel familial, avant de manger par exemple, ou avant d'aller se dire au revoir, de dormir, que ce soit même avec des ados, 3 minutes pour se poser, respirer, peut-être échanger un mot-clé sur ses sensations, la sensation de la journée, l'émotion de la journée. Et on n'a pas besoin de répondre, c'est pas une thérapie, on n'a pas besoin d'expliquer. On a juste besoin de créer un petit peu un cercle d'accueil et d'écoute, et c'est déjà une pratique. Donc déjà, si on pouvait instaurer ça dans nos classes, dans nos familles, dans notre entreprise, ces 3-4 minutes d'attention, je trouve, ensemble, je trouve que c'est très fort. Ce serait très fort. Eh bien, écoute, je nous le souhaite à tous et à toutes. Merci beaucoup, Candice, pour cet échange. C'était très sympa. Oui, merci à toi, Julien, et à toutes celles là qui se sont connectées. Je suis désolée, c'est vrai qu'on a vu passer plein de choses, mais on ne peut pas répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à vous mettre en lien, en tout cas. Oui, puis je te dis, tu pourras leur répondre après, quand la vidéo sera venue. Ah, super, je regarderai les messages. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt, Candice. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était donc du coup l'interview avec Candice Marot, une personne très intéressante que j'apprécie beaucoup. Vous voyez, en fait, ça fait pas si longtemps que ça quand même qu'elle développe son activité, hein, ça fait 5-6 ans si j'ai bien retenu, et il y a déjà de très belles avancées, donc moi j'ai envie de dire, voilà, alors je sais que je suis quelqu'un de positif et d'optimiste, mais j'ai envie d'y croire parce que il y a suffisamment de personnes que je rencontre comme Candice depuis bien une quinzaine d'années qui se mobilisent un petit peu partout en France et dans d'autres pays dans lesquels je me rends pour me faire croire et penser réellement que de manière très objective que les choses avancent dans le bon sens. Après, évidemment, il faut être patient, il faut cultiver sa patience. Mais je vous invite à vous renseigner aussi de votre côté, à aller chercher de l'information positive, à vous entourer de personnes positives, à aller dans des lieux comme on organise, où vous allez retrouver des gens en fait qui vous ressemblent, qui partagent vos valeurs, parce que rien que ça, déjà, ça fait du bien. On sait que
après nos événements, beaucoup nous disent que ça redonne foi en l'humanité, en fait, de se retrouver tous ensemble. Et mine de rien, quand même, c'est quand même 15 000 personnes au festival et puis entre 600 et 1000 personnes pour le congrès à Paris ou à Montpellier. Ben, je peux vraiment vous confirmer que ça fait du bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Demain, je suis en live avec Christine Lewicki, qui a écrit le livre J'arrête de râler, un best-seller qui a été vendu à 300 000 exemplaires. Elle sera en direct de Californie. On a rendez-vous à 19h sur la page Facebook Néo Bien-être. J'ai hâte de discuter avec elle. On ne se connaît pas. Elle m'a contacté spontanément pour qu'on puisse faire ce live. Donc, je suis ravi de tout ça. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 19h sur la page Néo Bien-être. Passez une belle soirée. Bye bye.